À la réception du mariage de ma sœur, je donnai mon nom, mais le personnel parut perplexe. Désolé. Votre nom ne figure pas sur la liste. Choqué, je demandai à ma mère. Elle eut un sourire narquois. Pensais-tu vraiment être invité? Les inconnus ne sont pas admis. Je souris calmement. Alors, je vivrai comme une inconnue. Et je partis. Mais pendant la cérémonie, le téléphone de ma mère se mit à sonner sans arrêt. Je m'appelle Ambre Lefebvre et j'ai 29 ans. Je n'aurais jamais pensé être celle qui se tiendrait à l'extérieur de la réception de mariage de ma propre sœur, à qui l'on dirait que je n'étais pas la bienvenue. Je donnai mon nom au personnel, mais ils parurent perplexes. Désolé, votre nom ne figure pas sur la liste. Choqué, je demandai à ma mère qui se trouvait à proximité. Elle eut un sourire narquois. Pensais-tu vraiment être invité? Les inconnus ne sont pas admis. Je souris calmement, malgré la douleur qui me déchirait le cœur. Alors, je vivrai comme une inconnue. Et je partis. Avant de continuer mon histoire, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Laissez votre localisation dans les commentaires, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous voulez entendre plus d'histoires sur la trahison familiale et la force qu'il faut pour s'éloigner des relations toxiques. J'ai grandi dans une banlieue de classe moyenne juste à l'extérieur de Paris. Notre maison n'était pas luxueuse, mais elle se trouvait dans un bon secteur scolaire, ce que mon père, Richard, disait toujours être l'investissement le plus important qu'il pouvait faire pour ses filles. Papa travaillait comme comptable et maman, Diane, était agente immobilière à temps partiel et se considérait principalement comme une femme au foyer. Ma sœur, Manon, a 3 ans de plus que moi et, d'aussi loin que je me souvienne, elle était clairement la préférée de ma mère. Quand j'étais plus jeune, je ne reconnaissais pas ce favoritisme pour ce qu'il était. Je pensais que Manon recevait plus d'attention parce qu'elle était plus âgée ou parce qu'elle avait besoin de plus d'aide. Manon était jolie et populaire, mais avait des difficultés scolaires. Pendant ce temps, j'étais plus calme, plus studieuse, et trouvais refuge dans les livres et l'art. Papa s'asseyait souvent avec moi à la table de la salle à manger pendant que je dessinais ou peignais, me disant à quel point j'étais talentueuse. Ces moments avec lui étaient de précieux îlots de validation dans un foyer où je me sentais souvent invisible. Tout a changé quand j'avais 15 ans. Papa est rentré du travail en se plaignant de brûlures d'estomac, est allé s'allonger et ne s'est plus jamais relevé. L'infarctus massif fut soudain et dévastateur. Je me souviens d'être debout à ses funérailles, sentant le bras de ma mère autour des épaules de Manon, tandis que je me tenais légèrement à l'écart, serrant contre moi la cravate préférée de mon père que maman m'avait laissé garder. Après la mort de papa, le favoritisme subtil devint beaucoup plus prononcé. Maman se jeta à corps perdu dans la vie de Manon, assistant à chaque événement social, faisant du shopping ensemble et planifiant l'avenir de Manon. On attendait de moi que je sois autonome. Tu as toujours été si indépendante, Ambre, disait maman, non pas comme un compliment, mais comme une justification de sa négligence affective. Malgré le manque de soutien à la maison, j'ai excellé sur le plan scolaire. En première, j'ai remporté un concours d'art prestigieux avec une série de portraits que mon professeur d'art avait inscrits sans me le dire. Le journal local m'a consacré un article et, bien que ma mère ait affiché l'article sur le réfrigérateur, elle a également trouvé des moyens de minimiser la réussite. C'est bien que tu aies tes petits dessins pour t'occuper, disait-elle, ou, Manon aurait pu être artiste aussi si elle avait eu le temps, mais elle a toujours été si populaire. La jalousie de Manon est devenue plus évidente pendant ma terminale, lorsque j'ai reçu une bourse complète pour étudier à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Ce qui aurait dû être une réussite célébrée est devenu une source de tension. Je suppose que certaines personnes ont toute la chance, commenta Manon lors du dîner où j'annonçais mon acceptation. Maman ajouta rapidement, eh bien, nous savons tous que l'université n'est pas pour tout le monde. Manon a des compétences pratiques. J'ai déménagé pour aller à l'université, et la distance physique m'a apporté un certain soulagement émotionnel. J'excellais en design graphique et commençais à travailler en freelance pendant ma 2e année. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché un emploi dans une agence de design de luxe à Paris, ce qui m'a permis de m'offrir un petit appartement. J'ai établi une vie indépendante de ma famille, bien que je fasse encore des efforts pour rester connecté. Chaque dimanche, j'appelais maman. Chaque jour férié, je me présentais avec des cadeaux attentionnés et supportais les comparaisons subtiles et les critiques. Le petit ami de Manon conduit une BMW, disait maman, ou Manon envisage d'acheter une maison en banlieue. Il y avait toujours une comparaison implicite qui me laissait un sentiment d'inadéquation.
Quand j'avais 27 ans, j'ai reçu une promotion importante au travail. J'ai appelé maman pour lui annoncer la nouvelle, et sa première réponse fut « C'est bien, ma chérie, mais Manon vient de se fiancer. Étienne l'a demandé en mariage hier soir avec la plus belle bague. » La conversation a immédiatement basculé sur les plans du mariage et sur la façon dont maman aiderait à planifier l'événement social de la saison. Étienne venait d'une famille riche, et ma mère voyait le mariage de Manon comme son billet d'entrée vers le statut social qu'elle avait toujours convoité. Diane Lefebvre, mère de la mariée, accédant enfin aux cercles sociaux de la haute société à qui elle vendait des maisons depuis des années. J'étais heureuse pour Manon, vraiment. Malgré notre relation compliquée, je voulais qu'elle soit heureuse. Mais je ne pouvais m'empêcher de sentir qu'une fois de plus, mes réussites étaient éclipsées. J'ai essayé de participer à leur excitation. Que puis-je faire pour aider, ai-je offert lors d'un dîner de famille peu après les fiançailles. Tu es designer, n'est-ce pas, dit Manon, comme si elle se souvenait soudainement de ce que je faisais dans la vie. Peut-être que tu pourrais aider avec les invitations et tout ça. Ça nous ferait économiser de l'argent. J'ai accepté, espérant que ce serait peut-être un moyen de réparer notre relation. Peut-être que créer quelque chose de beau pour le jour spécial de Manon me vaudrait enfin l'approbation et l'inclusion que je cherchais auprès de ma famille depuis si longtemps. J'étais prête à essayer une fois de plus d'être la sœur et la fille qu'elle voulait que je sois. Les fiançailles de Manon et Étienne durèrent 14 mois, pendant lesquels la planification du mariage consuma entièrement ma mère et ma sœur. Le lieu était un domaine prestigieux où les parents d'Étienne étaient membres. La liste des invités s'allongea à plus de 200 personnes, dont beaucoup que Manon n'avait jamais rencontrés mais qui étaient d'importants associés commerciaux du père d'Étienne ou des relations sociales que ma mère tenait à impressionner. Fidèle à ma parole, j'ai offert mes compétences professionnelles pour aider avec les supports de mariage. Je pourrais concevoir des faire-part personnalisés, ai-je suggéré lors d'une des premières réunions de planification chez ma mère. Ce serait mon cadeau à vous deux. Manon échangea un regard avec notre mère avant de répondre, ce serait utile, mais il faut qu'il soit vraiment élégant, de qualité professionnelle. J'avalai ma fierté. Je suis une professionnelle, Manon. Je conçois des supports pour des marques de luxe dans mon agence. Oh, c'est vrai, dit-elle, l'air légèrement embarrassé. Eh bien, si tu penses que tu peux t'en charger, ce serait génial. Au cours des semaines suivantes, j'ai passé d'innombrables heures à créer des designs de faire-part personnalisés, travaillant en étroite collaboration avec un imprimeur haut de gamme que je connaissais grâce à mes relations professionnelles. J'ai créé des planches d'ambiance, des sélections de police et des palettes de couleurs qui complétaient les couleurs de mariage choisies par Manon. J'ai même illustré à la main de délicates bordures florales qui deviendraient un leitmotiv sur tous les supports de mariage. Les faire-part n'étaient que le début. Bientôt, je concevais des programmes, des marque-places, des menus, des cartes de remerciements et même des serviettes de cocktail personnalisées avec monogramme. Ce qui avait commencé comme un seul cadeau s'était rapidement transformé en la fourniture de milliers d'euros de services de design professionnel gratuitement. Pourrais-tu rendre la police un peu plus, je ne sais pas, sophistiquée, disait Manon, ou, maman pense que la bordure devrait être dorée, pas argentée. J'effectuais chaque changement demandé sans me plaindre, voyant chaque révision comme une opportunité de finalement gagner leur approbation. 3 mois avant le mariage, je parcourais le site web du mariage que j'avais créé lorsque j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Dans la section famille, Manon était listée avec ma mère et la famille d'Étienne, mais mon nom ne figurait nulle part. Je me suis dit que ce devait être un oubli. Le lendemain, j'en ai parlé nonchalamment à Manon au téléphone. Et, j'ai remarqué que mon nom n'est pas dans la section famille du site web. Oh, bizarre, dit-elle, l'air distrait. Je vais arranger ça. Probablement juste un oubli quand nous te donnions les informations. Les semaines passèrent et, malgré l'envoi d'informations mises à jour pour divers aspects du site web, mon nom restait absent de la section famille. Pendant ce temps, je n'avais toujours pas reçu d'invitation réelle. Je supposais que je n'en aurais pas besoin puisque j'étais si impliqué dans leur création, mais alors que les réponses commençaient à arriver, un nœud d'anxiété se forma dans mon estomac. Maman, dis-je lors d'un appel où elle me racontait avec enthousiasme le dernier essayage de robe de Manon, je n'ai jamais vraiment reçu mon invitation. Je sais que ça semble idiot puisque je les ai conçus, mais j'aimerais en avoir une en souvenir. Il y eut une pause au bout du fil. Oh, Manon s'occupe de la liste des invités. Je suis sûr qu'elle a juste supposé que tu savais que tu étais invité puisque tu es tellement. Cette explication avait du sens, alors j'ai laissé tomber. Mais quand j'en ai parlé à Manon, elle fut tout aussi vague. Tu n'as pas besoin d'invitation, Ambre.
tu fais techniquement partie de la famille. Techniquement, piqua, mais j'ai repoussé ce sentiment. J'étais déterminé à être solidaire et à ne pas créer de drame avant le mariage. Peut-être que c'était juste le stress du mariage qui les faisait toutes les deux agir étrangement. 6 semaines avant le mariage, j'ai passé un week-end entier à concevoir et à imprimer les plans de table et les marque-places en fonction des informations fournies par Manon. Quand j'ai terminé et tout vérifié, j'ai réalisé que mon nom ne figurait sur aucune des tables. J'ai revérifié toutes les tables familiales, pensant qu'il devait y avoir une erreur, mais je n'étais listé nulle part. J'ai appelé Manon immédiatement. Je ne vois mon nom sur aucun des plans de table. Oh, dit-elle, l'air mal à l'aise. Eh bien, tu seras occupé à aider à coordonner les choses, n'est-ce pas? J'ai pensé que tu n'aurais pas le temps de t'asseoir et de manger. Manon, je ne suis pas la coordinatrice de mariage. Tu as Vanessa pour ça. J'ai juste aidé avec les éléments de design. C'est vrai. Eh bien, je trouverai quelque chose. Peut-être que tu pourras t'asseoir avec certaines de mes amies d'université ou quelque chose comme ça. Malgré ces signes avant-coureurs, j'ai continué à mettre tout mon cœur à aider à préparer le mariage. J'ai dépensé de l'argent que je ne pouvais pas vraiment me permettre pour une magnifique robe vert émeraude qui complimentait les couleurs du mariage sans être assortie à celle des demoiselles d'honneur. J'ai cherché le cadeau de mariage parfait, trouvant finalement un cadre en argent vintage que j'avais fait graver sur mesure avec leur nom et la date du mariage, prévoyant d'ajouter une photo de mariage plus tard. La nuit avant le mariage, je n'arrivais pas à dormir. J'étais excité pour ma sœur, mais aussi de plus en plus anxieuse quant à ma place dans cet événement et dans ma famille. J'ai essayé ma robe une dernière fois, fait un essai de coiffure et de maquillage, et soigneusement emballé tout ce dont j'aurais besoin pour le lendemain. Je voulais que tout soit parfait. Je voulais, enfin, être suffisante. Le matin du mariage, je me suis réveillé tôt et me suis préparé une tasse de café fort. J'ai envoyé un simple texto à Manon, « Bon matin, grand jour, je t'aime », qui n'a reçu aucune réponse. J'ai essayé de ne pas trop y voir de sens. Elle était la mariée, après tout, et probablement submergée par les préparatifs. En conduisant vers le domaine, je me suis permis d'espérer que ce jour pourrait marquer un nouveau départ pour notre famille. Peut-être que voir tout mon travail acharné se concrétiser aiderait maman et Manon à m'apprécier. Peut-être que faire partie de cette occasion importante me ferait enfin sentir que j'appartenais. Je n'avais aucune idée que ce jour marquerait plutôt une fin, la confirmation finale qu'aux yeux de ma famille, je serais toujours une étrangère. Je suis arrivé au domaine 3 heures avant le début prévu de la cérémonie. Le parking bourdonnait déjà d'activités, fleuristes déchargeant des arrangements, personnel de restauration s'installant, photographes testant l'éclairage. J'ai pris mon sac contenant la trousse d'urgence que j'avais préparée ou des copies supplémentaires des programmes, des marque-places, de la superglue pour toute réparation de dernière minute et me suis dirigé à l'intérieur. Le grand hall d'entrée du domaine était à couper le souffle avec ses sols en marbre et son escalier majestueux. Je me suis approché d'une femme avec un presse-papier qui semblait être responsable. « Bonjour, je suis Ambre Lefebvre, la sœur de la mariée. J'ai aidé avec tous les éléments de design et je voulais vérifier s'il y a quelque chose qui nécessite une attention avant que les choses ne commencent. » La femme, Vanessa selon son badge, me regarda avec une légère confusion. « Oh, vous êtes la designer. Je pensais que vous gériez les choses à distance. Manon n'a pas mentionné que vous seriez là pour l'installation. » Je suis sa sœur, répétai-je, sentant le premier pincement d'inquiétude. C'est ça, dit Vanessa, vérifiant quelque chose sur son presse-papier. Eh bien, tout est sous contrôle avec les supports imprimés. La mère de la mariée est à l'étage avec la suite nuptiale si vous avez besoin de leur parler. Mère de la mariée, pas ma mère, bien qu'elle fût juste la mère de la mariée, comme si je n'avais aucun lien avec elle. Je me suis dirigé vers l'étage, vers la suite où Manon et les demoiselles d'honneur se préparaient. À travers la porte, j'entendais des rires et de la musique. J'ai frappé, et la porte fut ouverte par une des amies d'université de Manon, que j'avais rencontrée quelques fois. « Oh, dit-elle, clairement surprise de me voir. Ambre, c'est ça ? Oui, dis-je en forçant un sourire. Je voulais juste voir si Manon a besoin de quelque chose. Avant qu'elle ne puisse répondre, ma mère apparut à la porte. Ambre, que fais-tu ici si tôt ? Je suis venu aider, dis-je. M'assurer que tous les supports sont correctement installés. Maman jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis sortit dans le couloir, fermant partiellement la porte derrière elle. Tout est sous contrôle.
Manon est très occupée en ce moment avec ses demoiselles d'honneur. Puis-je juste dire bonjour? Je ne resterai pas longtemps. Maman soupira. Elle est très stressée, Ambre. Aujourd'hui doit être parfait. Peut-être que tu peux te rendre utile en bas. Vérifier les arrangements de table ou quelque chose comme ça. J'acquiesçai, ravalant ma peine. Bien sûr, je vais faire ça. Alors que je me tournais pour partir, j'entendis la voix de Manon de l'intérieur de la pièce. Est-elle partie? Je n'ai pas besoin de drame aujourd'hui. Je fis semblant de ne pas entendre et partis, me disant que les nerfs d'avant-mariage rendaient tout le monde étrange. Je me suis dirigé vers la salle de réception pour vérifier l'installation. La salle de bal était magnifique, avec des tables rondes élégamment dressées de porcelaine fine et de cristal. Mes créations étaient partout, des programmes placés sur les chaises de la cérémonie au menu à chaque place, en passant par les serviettes de cocktail monogrammées au bar et le grand plan de table affiché près de l'entrée. J'ai ressenti une petite montée de fierté en voyant mon travail prendre vie si magnifiquement. Alors que j'admirais les centres de table, j'ai entendu 2 membres du personnel parler à proximité. La mère de la mariée a été très précise sur la liste des invités, dit l'un tranquillement. Elle a dit qu'ils ont dû faire attention à tenir certaines personnes à l'écart des invités importants. Des histoires de riches, répondit l'autre en riant. Je m'éloignai, me disant qu'ils ne pouvaient pas parler de moi. Pourtant, le nœud dans mon estomac se resserra. Les heures passèrent rapidement alors que les invités commençaient à arriver pour la cérémonie. Je me suis glissé dans le jardin où des chaises avaient été disposées, prenant place au dernier rang. Personne ne m'a reconnu ni demandé pourquoi je n'étais pas avec la famille. La cérémonie fut magnifique, Manon rayonnante dans sa robe de créateur alors qu'elle remontait l'allée au bras de sa mère. J'ai remarqué maman pleurant des larmes de joie, quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire pour aucune de mes réussites. Après la cérémonie, les invités furent dirigés vers un cocktail sur la terrasse pendant que la noce prenait des photos. Je restai seul, observant de loin Manon, Étienne, ma mère et la famille d'Étienne posés pour photo après photo. Personne ne m'appela pour les rejoindre. Quand ce fut l'heure de la réception, les invités commencèrent à faire la queue à l'entrée de la salle de bal où le personnel vérifiait les noms sur la liste des invités. Je rejoignis la file, répétant dans ma tête comment je rirais de cet oubli manifeste en expliquant que j'étais la sœur de la mariée. Quand mon tour arriva, je souris au jeune homme avec la tablette. Ambre Lefebvre. Il fit défiler sa liste, puis la fit défiler à nouveau, l'air de plus en plus mal à l'aise. Je suis désolé, je ne vois pas ce nom. Il doit y avoir une erreur, dis-je, gardant mon sourire. Je suis la sœur de Manon Lefebvre. Enfin, elle est Manon Beaumont maintenant, je suppose. Il vérifia à nouveau. Je suis vraiment désolé, madame. Votre nom ne figure pas sur la liste. Je dois vérifier avec la coordinatrice. Il fit signe à Vanessa, qui parut agacée d'être interrompue. Ils eurent une conversation à voix basse, avec des regards occasionnels dans ma direction. Vanessa s'approcha de moi avec un sourire crispé. Il semble y avoir une certaine confusion. Votre nom ne figure pas sur la liste d'invités approuvés. C'est impossible, dis-je, sentant la chaleur me monter au visage. Je suis la sœur de la mariée. J'ai conçu tous les supports pour le mariage. Oui, nous sommes reconnaissants pour votre travail de design, dit Vanessa prudemment, mais je ne peux admettre que les invités qui sont sur la liste approuvée par la mariée et la mère de la mariée. Je vis ma mère s'approcher de l'intérieur de la salle de bal, probablement alertée par l'agitation. Que se passe-t-il ici, demanda-t-elle, sa voix contrôlée mais avec une pointe d'irritation. Maman, ils disent que je ne suis pas sur la liste des invités, expliquai-je, certaine qu'elle réglerait les choses immédiatement. Au lieu de cela, elle me lança un regard froid que je n'oublierai jamais. Pensais-tu vraiment être invité? Les inconnus ne sont pas admis. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Des inconnus? Maman, je suis ta fille, la sœur de Manon. Tu ne fais plus partie de cette famille de manière significative depuis des années, Ambre, dit-elle tranquillement pour que les invités proches ne puissent pas entendre. Tu as toujours choisi de te tenir à l'écart. Manon voulait que son jour spécial soit parfait, sans gêne ni tension. Tu peux sûrement comprendre ça. Je restais là, complètement abasourdi. Tous ces mois de travail sur les supports de mariage, le cadeau attentionné, la robe coûteuse que je portais, tout cela basé sur la supposition que j'étais réellement invité à célébrer le mariage de ma propre sœur. À ce moment-là, quelque chose se brisa en moi, mais clarifia aussi.
des années d'exclusion subtile prirent soudain tout leur sens. Je n'étais pas seulement moins favorisé, j'étais indésirable. Je regardai ma mère droit dans les yeux et dis avec un calme remarquable, « Alors, je vivrai comme une inconnue. » Je me tournai et partis, la tête haute, même si mon monde s'effondrait autour de moi. Derrière moi, j'entendis Vanessa demander à ma mère si tout allait bien, et la réponse de ma mère, juste un malentendu avec un prestataire. Tout va bien. Un prestataire. C'est tout ce que j'étais pour elle. Quelqu'un pour fournir un service puis disparaître. En traversant le grand hall d'entrée vers la sortie, j'aperçus mon reflet dans un grand miroir orné. J'étais toujours Ambre Lefèvre, toujours debout, respirais encore, bien que venant d'être brisé en 1000 morceaux. Je redressai les épaules et continuai à marcher, chaque pas m'éloignant davantage de la famille qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Les immenses portes en chêne du domaine se refermèrent derrière moi avec un bruit sourd et lourd qui sembla ponctuer la finalité de ce qui venait de se passer. Je me tenais sur les larges marches de pierre, soudain très consciente des ridicules talons verts pour lesquels j'avais dépensé trop d'argent. Il commençait déjà à me pincer les pieds, et je n'avais nulle part où aller. Ma voiture était au fond du parking. Je commençai à marcher vers elle, chaque pas envoyant une douleur fulgurante à travers mes pieds jusqu'à mes chevilles. Cela semblait approprié, en quelque sorte. Une douleur physique pour correspondre au traumatisme émotionnel que je venais de vivre. À mi-chemin de ma voiture, je m'arrêtai. La réalité de ce qui venait de se passer me frappa de plein fouet, et mes jambes refusèrent tout simplement de me porter plus loin. J'aperçus un petit banc de pierre près d'une fontaine décorative et m'y dirigeai, m'effondrant alors que mon sang-froid commença enfin à se fissurer. Je restai assise là, regardant l'eau cascader de la fontaine, le son fournissant une étrange toile de fond apaisante à mon effondrement. Je ne pleurais pas encore. Au lieu de cela, des souvenirs commencèrent à affluer, l'un après l'autre, chacun se recontextualisant à la lumière de ce rejet final. Mon 16e anniversaire, quand maman et Manon avaient oublié et étaient allées faire du shopping ensemble. La fête de fin de lycée où j'avais entendu maman dire à ses amis combien Manon avait vraiment lutté après la mort de papa, sans mentionner mon chagrin. Le jour de l'emménagement à l'université, quand maman m'avait déposé avec un câlin rapide avant de se précipiter pour un événement important de Manon. Chaque jour férié où mes cadeaux étaient ouverts avec une reconnaissance polie tandis que ceux de Manon étaient accueillis avec un enthousiasme sincère. Ce n'étaient pas des incidents isolés, ils faisaient partie d'un schéma si constant que je l'avais normalisé, trouvé des excuses, m'en étais blâmé. Mais assise sur ce banc, dans ma robe coûteuse et mes chaussures douloureuses, je ne pouvais plus nier la vérité. Je n'avais jamais été désiré. J'ai sorti mon téléphone et appelé la seule personne que je savais viendrait sans poser de questions. Stéphanie, c'est Ambre. J'ai besoin de toi. Stéphanie Leroy avait été ma colocataire à l'université et était restée ma meilleure amie. Elle vivait à environ 30 minutes du domaine, et je savais qu'elle avait été surprise quand je lui avais dit que je n'avais pas le droit d'amener un cavalier au mariage. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as une drôle de voix, dit-elle immédiatement. Elles ne m'ont pas invité, dis-je, ma voix se brisant enfin. Je suis assise dehors. Elles ne m'ont pas laissé entrer. Quoi? C'est impossible. Tu es la sœur de la mariée. Apparemment, ça n'a pas d'importance. Peux-tu venir me chercher? Je ne pense pas que je devrais conduire maintenant. Je suis déjà en train de mettre mes chaussures. Ne bouge pas, en attendant Stéphanie, je restais parfaitement immobile, craignant que le moindre mouvement ne me fasse complètement craquer. Quelques invités arrivèrent en retard, me lançant des regards curieux en passant rapidement. Je me demandais ce qu'ils voyaient, une femme en tenue de soirée assise seule près d'une fontaine, le regard dans le vide. Avais-je l'air aussi vidé de l'intérieur que je me sentais? Quand la voiture bleue de Stéphanie arriva 28 minutes plus tard, je me levai mécaniquement et marchai vers elle. Elle sauta de la voiture et me rejoignit à mi-chemin, me serrant dans une étreinte farouche. Ces monstres absolus, murmura-t-elle dans mes cheveux. Je n'ai jamais aimé ta mère, mais là, c'est un nouveau bas, même pour elle. Dans la sécurité de la voiture de Stéphanie, les larmes vinrent enfin. Ce n'étaient pas des larmes délicates et dignes, mais des sanglots laids et violents qui semblaient s'arracher de ma poitrine. Stéphanie me tendit des mouchoirs et conduisit en silence, tendant occasionnellement la main pour me serrer la mienne. J'ai tout conçu, m'étouffai-je entre deux sanglots. Les invitations, les programmes, les marque-places, tout ce qu'ils utilisent là-dedans porte mon travail. Mais je n'étais pas assez bien pour y assister. Il ne s'agit pas de toi qui ne serais pas assez bien, dit fermement Stéphanie.
Il s'agit d'eux qui sont des gens horribles. Tu m'entends? Des gens horribles. Nous sommes arrivés à l'appartement de Stéphanie, et elle m'a aidé à entrer. Dans sa chambre d'amis, j'ai enlevé ma robe verte, la suspendant soigneusement, bien que je sache que je ne la porterai plus jamais. Stéphanie m'a prêté un pantalon de jogging et un t-shirt, puis a préparé du thé pendant que je lavais le maquillage de mon visage taché de larmes. Vérifie ton téléphone, appela-t-elle de la cuisine. Je parie que les gens se demandent où tu es. Je n'avais pas regardé mon téléphone depuis que j'avais appelé Stéphanie. Maintenant, je voyais plusieurs notifications. Il y avait de nouvelles publications sur le hashtag du mariage de Manon, des photos de la cérémonie, de la première danse, de la coupe du gâteau. Mes créations étaient visibles sur de nombreuses photos, mais je n'étais nulle part. Il y avait aussi des SMS, non pas de ma mère ou de Manon, mais de parents éloignés, super de voir tout le monde sauf toi aujourd'hui. Tu nous as manqué au mariage. Où te cachais-tu pendant la réception? Je voulais te dire bonjour. Je ne t'ai pas vu au mariage de Manon. Tout va bien? Et puis un message de ma mère, ton comportement était complètement inacceptable. Tu as embarrassé toute la famille. Nous en discuterons après la lune de miel. Mon comportement. Comme si j'avais fait quelque chose de mal en existant simplement, en m'attendant à être traité comme un membre de la famille. Qu'est-ce que ça dit? Demanda Stéphanie en revenant avec 2 tasses de thé. Je lui montrai le message de ma mère, et son visage se durcit. Bloque-la, dit-elle. Bloque-les toutes les deux. Au moins pour l'instant. Je ne peux pas juste. Tu peux. Tu devrais. Elles n'ont pas le droit de te blesser comme ça et ensuite de dicter les termes de ta réponse. Je fixai mon téléphone, mon doigt planant au-dessus du bouton de blocage. Toute ma vie avait été consacrée à essayer de gagner l'amour et l'acceptation de ma famille. Pouvais-je vraiment les couper si facilement? Elles t'ont déjà coupé, Ambre, dit doucement Stéphanie, lisant mes pensées. Tu ne fais que reconnaître ce qu'elles ont déjà fait. Je les ai bloquées toutes les deux, puis j'ai éteint complètement mon téléphone. Le silence semblait à la fois terrifiant et libérateur. Cette nuit-là, blotti dans le lit d'amis de Stéphanie, j'ai éprouvé des vagues d'émotions, chagrin, rage, humiliation et, occasionnellement, de brefs moments de soulagement engourdi. C'était comme si un poids que j'avais porté pendant des années m'avait été violemment arraché, me laissant à la fois plus légère et déséquilibrée. Qui suis-je si je ne suis pas la personne qui essaie désespérément d'être assez bien pour Diane et Manon Lefebvre, murmurai-je dans l'obscurité. Je n'avais pas encore de réponse, mais pour la première fois, j'étais prête à la trouver. La semaine qui suivit le mariage fut le point le plus bas de ma vie d'adulte. J'ai appelé pour me déclarer malade au travail lundi, incapable d'affronter l'explication de ce qui s'était passé à mes collègues. Un jour se transforma en 5 alors que je restais dans la chambre d'amis de Stéphanie, alternant entre dormir 12 heures d'affilée et rester éveillé à 3 heures du matin à rejouer chaque interaction familiale dont je pouvais me souvenir, cherchant des signes que j'aurais dû reconnaître plus tôt. Stéphanie m'apportait de la nourriture que je touchais à peine et s'asseyait avec moi en silence quand je ne pouvais pas parler. Elle s'occupait aussi des questions pratiques, conduire à mon appartement pour prendre des vêtements et mon ordinateur portable, appeler mon patron pour expliquer que j'avais une urgence familiale ou une phrase qui semblait maintenant amèrement ironique et filtrer les appels d'amis inquiets. Mercredi, j'ai rallumé mon téléphone et fus immédiatement inondé de notifications. Il y avait d'autres messages de parents, quelques SMS inquiets de collègues et plusieurs appels manqués de ma mère. Il n'y avait rien de Manon. J'ai écouté un message vocal de ma mère, Ambre, ce comportement puéril doit cesser. Tu fais une scène pour rien. Rappelle-moi immédiatement. Pour rien. Être publiquement rejeté et humilié par ma seule famille n'était rien pour elle. J'ai supprimé le message et tous les autres sans les écouter. Puis j'ai ouvert les réseaux sociaux, regrettant immédiatement en voyant mon fil d'actualité dominé par les photos de mariage. Sur une image, ma mère se tenait entre Manon et Étienne, rayonnante de fierté. La légende disait « Notre petite famille parfaite ». En ce jour spécial. Notre petite famille parfaite, une famille qui, très explicitement, ne m'incluait pas. J'ai fermé les applications et rangé mon téléphone, sombrant davantage dans la dépression. La question qui revenait sans cesse dans mon esprit était, que avais-je fait pour mériter cela? Quel défaut fatal possédais-je qui me rendait si indigne d'être aimé aux yeux des personnes qui auraient dû m'aimer le plus? Vendredi, Stéphanie en eut assez de me voir sombrer. Elle entra d'un pas décidé dans la chambre d'amis, ouvrit les stores et s'assit sur le bord du lit. « Lève-toi, dit-elle, pas méchamment.
Douche-toi, habille-toi, nous sortons. Je ne peux pas, marmonnai-je en tirant la couverture sur ma tête. Elle la retira d'un coup sec. Tu peux et tu le feras. Tu vas voir un thérapeute aujourd'hui. J'ai appelé le docteur Rivière. Elle a eu une annulation et peut te voir à 14 heures. Un thérapeute, Steph? Je n'ai pas besoin. Si, tu en as besoin, interrompit-elle. Ce n'est pas une tristesse normale, Ambre. C'est un traumatisme. Tu as besoin d'une aide professionnelle, pas seulement de moi qui t'apporte de la soupe et te laisse te cacher du monde. Je voulais argumenter, mais je n'en avais pas l'énergie, et au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Cette douleur allait au-delà des désaccords ou des déceptions familiales ordinaires. Il s'agissait d'une vie entière d'amour conditionnel et d'exclusion systématique qui avait culminé dans le rejet le plus public possible. Le cabinet du docteur Rivière était chaleureux et étonnamment non clinique, avec des fauteuils confortables et un éclairage doux. La thérapeute elle-même était une femme dans la cinquantaine, avec des yeux bienveillants et une manière directe qui, d'une certaine façon, me mit à l'aise. « Dites-moi pourquoi vous êtes ici, Ambre » dit-elle après les présentations initiales. Je pris une profonde inspiration et lui racontai tout, pas seulement le mariage, mais les années de favoritisme subtil, la recherche constante d'approbation, la façon dont j'avais construit toute mon identité autour de l'effort d'être assez bien pour des gens qui ne me verraient jamais de cette façon. Ce que vous décrivez ressemble à une dynamique familiale avec des schémas narcissiques, dit le docteur Rivière quand j'eus terminé. Votre mère semble avoir attribué à Manon le rôle de l'enfant en or et à vous celui du bouc émissaire. Ce ne sont pas des choix conscients de sa part, mais des schémas profondément ancrés qui découlent probablement de sa propre éducation et de ses besoins psychologiques. Donc, ce n'est pas que j'ai fait quelque chose de mal, demandai-je, embarrassé par la petitesse de ma voix. Non, Ambre. Les enfants ne méritent ni ne gagnent les mauvais traitements. Vous avez été placé dans ce rôle pour des raisons qui ont tout à voir avec les limites de votre mère et rien à voir avec votre valeur. J'acquiesçai, les larmes coulant sur mon visage. Alors pourquoi cela fait-il si mal? Si je sais intellectuellement que ce n'est pas de ma faute, pourquoi ai-je toujours l'impression qu'il doit y avoir quelque chose de fondamentalement mauvais chez moi? Parce que vous avez intériorisé ces messages depuis l'enfance. Votre cerveau s'est formé pendant ces expériences, apprenant que l'amour était conditionnel et que vous étiez en quelque sorte moins méritante que votre sœur. Désapprendre ces croyances est possible, mais cela prend du temps et du travail. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai continué à voir le docteur Rivière 2 fois par semaine. Je suis retourné à mon propre appartement mais passé la plupart de mes soirées avec Stéphanie ou en appel vidéo avec d'autres amis qui vivaient plus loin. Je suis retourné au travail, me jetant dans des projets qui n'avaient rien à voir avec les mariages ou les fêtes de famille. Lors d'une séance de thérapie particulièrement difficile, le docteur Rivière m'a suggéré de regarder de vieilles photos de famille, non pas pour me remémorer, mais pour observer les schémas avec une nouvelle conscience. Ce soir-là, j'ai sorti les albums photos que j'avais emportés en quittant la maison de ma mère. Il n'y avait pas beaucoup de photos de moi seul, réalisai-je. J'étais presque toujours sur des photos de groupe, souvent debout légèrement à l'écart ou tenu par mon père plutôt que par ma mère. Sur une photo de Noël prise quand j'avais environ 7 ans, j'ouvrais un cadeau pendant que Manon regardait. Même alors, je pouvais le voir dans mon expression, l'anxiété pleine d'espoir, le désir désespéré d'approbation. J'avais joué un rôle toute ma vie pour un public qui avait déjà décidé de ne pas applaudir. Au fond de la boîte de photos, j'ai trouvé quelque chose que j'avais oublié, une lettre que mon père m'avait écrite lorsque j'avais gagné un concours d'art scolaire en CM2. Il était en voyage d'affaires et n'avait pas pu assister à la cérémonie, mais m'avait laissé ce mot à ouvrir par la suite. « Ma très chère Ambre », disait-elle. « Je suis tellement désolé de ne pas pouvoir être là aujourd'hui pour te voir recevoir ton prix. Je sais à quel point tu as travaillé dur sur ta peinture, et je ne pourrais pas être plus fier de toi. Tu as une façon spéciale de voir le monde qui t'est entièrement propre. Ne perds jamais cette perspective, même lorsque les autres ne la comprennent pas. Être différente n'est pas un défaut, c'est ta plus grande force. Tout mon amour, papa. » J'ai tracé son écriture avec mon doigt, ressentant une connexion avec lui qui transcendait les années écoulées depuis sa mort. Il m'avait vu, vraiment vu, et aimait ce qu'il voyait. C'était une vérité à laquelle je pouvais me raccrocher, une fondation sur laquelle je pouvais construire. Lors de ma séance suivante avec le docteur Rivière, j'ai parlé de la lettre de mon père. C'était le seul qui m'ait jamais vraiment accepté pour qui j'étais, dis-je. Après sa mort, il ne restait plus personne dans ma famille qui le faisait. Mais il y a des gens dans ta vie maintenant qui le font,
souligna-t-elle. Stéphanie, tes autres amis, moi. Et surtout, tu apprends à t'accepter toi-même. Comment faire, demandai-je. Comment arrêter de mesurer ma valeur à l'aune du désir de ma mère et de ma sœur de m'avoir près d'elle? En reconnaissant que leur évaluation n'est ni exacte ni juste. En comprenant que leur rejet en dit plus sur leurs limites que sur ta valeur. Et en construisant une vie qui n'est pas centrée sur l'obtention d'une approbation que tu ne recevras peut-être jamais. J'acquiesçai lentement. Je crois que j'ai attendu toute ma vie qu'elle change, qu'elle me voie soudainement et même comme j'en avais besoin. Mais ça n'arrivera jamais, n'est-ce pas? Je ne peux pas prédire l'avenir, dit prudemment le docteur Rivière. Les gens grandissent et changent parfois. Mais tu ne peux pas construire ta vie en attendant cette possibilité. Tu dois vivre pour toi-même, maintenant. Ce soir-là, j'ai fait des recherches sur la rupture familiale et les relations toxiques. J'ai rejoint des forums en ligne où d'autres partageaient des expériences similaires. Je n'étais pas seul dans cette douleur, réalisai-je. Beaucoup de gens avaient été confrontés à la reconnaissance dévastatrice que leur famille d'origine ne pouvait ou ne voulait pas leur fournir l'amour et l'acceptation qu'ils méritaient. Lire leurs histoires de deuil, de guérison et, finalement, de construction de vies épanouissantes m'a donné de l'espoir. Beaucoup avaient créé des familles de cœur qui leur apportaient le soutien et l'amour que leur famille biologique n'avait pas fourni. D'autres avaient établi des relations limitées, soigneusement délimitées, avec des parents toxiques. Certains avaient complètement coupé les ponts. Il n'y avait pas de réponse unique, réalisai-je. Mais ce que toutes ces histoires avaient en commun, c'était un moment de lucidité, un point où la personne cessait de se blâmer et reconnaissait la dynamique pour ce qu'elle était. Mon rejet au mariage avait été mon moment de lucidité. Aussi douloureux soit-il, il avait arraché le voile du déni derrière lequel je me cachais. Je ne pouvais plus ignorer la vérité maintenant. Et si cela apportait du chagrin, cela apportait aussi des possibilités. Je n'étais pas le problème. Je ne l'avais jamais été. Et cela signifiait que je n'avais pas besoin de me réparer pour être digne d'amour. Je l'étais déjà. 3 semaines après le mariage, j'étais prête à prendre des mesures plus actives vers la guérison. Le docteur Rivière m'avait aidé à développer une routine de soins personnels qui comprenait la tenue d'un journal le matin, de l'exercice régulier et de la méditation. Ces pratiques n'étaient pas des solutions magiques, mais elles apportaient une structure et de petits moments de paix pendant une période où tout semblait chaotique. Je suis retourné au travail à plein temps, me jetant dans de nouveaux projets. Ma directrice de création remarqua le changement dans mon travail, une nouvelle audace et une profondeur émotionnelle qui n'étaient pas là auparavant. Il y a quelque chose de différent dans tes designs ces derniers temps, commenta-t-elle lors d'une réunion d'évaluation. Ils sont plus authentiques, plus percutants. Quoi que tu fasses, continue. Ce que je faisais, c'était canaliser ma douleur dans mon art, trouver des expressions visuelles pour des sentiments que je ne pouvais pas toujours mettre en mots. Ironiquement, être rejeté par ma famille me rendait meilleur designer. Sur la suggestion du docteur Rivière, j'ai rédigé un email à ma mère et à Manon, établissant des limites claires pour nos futures interactions. Je ne l'ai pas envoyé immédiatement, le laissant dans mes brouillons pendant que je réfléchissais exactement à ce que je voulais dire. Pendant ce temps, les messages de ma mère continuaient, devenant de plus en plus manipulateurs. Ta sœur est dévastée que tu crées ce drame pendant sa lune de miel, lisait un SMS. Un autre disait, je t'ai mieux élevé que ça, Ambre. Ce traitement silencieux est puéril et cruel. J'ai montré ces messages au docteur Rivière lors d'une séance. Remarquez comment elle inverse le récit, souligna la thérapeute. Dans sa version, c'est vous qui causez du tort en réagissant à leurs actions, pas elles qui vous nuisent avec le rejet initial. Darvo classique, dis-je, en référence à l'acronyme qu'elle m'avait appris, nier, attaquer, et inverser les rôles de victime et d'agresseur. Exactement. Et comment la lecture de ces messages vous fait-elle sentir? J'ai réfléchi à la question. Il y a un mois, il m'aurait envoyé dans une spirale de culpabilité et de doute de soi. Maintenant, je me sens juste triste. Triste qu'elle ne puisse pas prendre ses responsabilités, triste que ce soit la mère que j'ai eue. C'est un progrès, dit le docteur Rivière avec un signe de tête approbateur. Un progrès énorme. Après une autre semaine de réflexion, j'ai finalisé mon email. Maman et Manon, je vous écris pour aborder ce qui s'est passé au mariage et pour établir des limites claires pour l'avenir. Être délibérément exclu du mariage de Manon après avoir consacré beaucoup de temps, de compétences et d'énergie émotionnelle aux préparatifs a rendu douloureusement clair comment vous me voyez toutes les deux et ma place dans cette famille. J'ai besoin de temps et d'espace pour traiter cette blessure.
pendant cette période, je vous demande de respecter mon besoin de distance. Veuillez ne pas me contacter pendant au moins 3 mois. Après ce délai, si je choisis de rétablir la communication, ce sera à des conditions différentes d'avant. Je n'accepterai plus d'être traité comme une pensée après coup ou un inconvénient. Je ne travaillerai plus pour gagner un amour qui devrait être donné librement. Je mérite mieux, et je suis enfin prête à y insister. Il ne s'agit pas de punition ou de drame, mais d'auto-préservation et d'établissement de limites saines. J'espère qu'un jour vous pourrez comprendre cela. Ambre. J'ai envoyé l'email un dimanche matin, puis j'ai éteint mon téléphone et suis allé faire une longue promenade au jardin du Luxembourg. Quand je suis revenu et que j'ai vérifié mes messages, il y avait plusieurs appels manqués et SMS de ma mère et de Manon. Exactement ce à quoi je m'attendais. Le SMS de Manon était bref mais cinglant, belle façon de tout ramener à toi, comme d'habitude. Celui de ma mère était plus long et reprenait toutes les notes familières, culpabilité, obligation, déni et manipulation. Je ne sais pas quel fantasme tu as concocté dans ta tête, mais c'est complètement déplacé. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me rembourses? En abandonnant ta famille? Ta sœur a le cœur brisé. J'ai le cœur brisé. Si ton père pouvait voir ce comportement. Je n'ai répondu à aucun des 2 messages. Au lieu de cela, j'ai bloqué leur numéro, au moins temporairement. C'était une limite que je devais maintenir pour mon propre bien-être. Les semaines suivantes apportèrent des changements inattendus. Sans l'épuisement émotionnel lié à la tentative de plaire à ma famille, j'avais plus d'énergie pour d'autres relations et activités. J'ai rejoint un collectif d'artistes locaux, fait du bénévolat dans un centre communautaire en enseignant des compétences en design à des adolescents, et renoué avec des amis d'université que j'avais perdus de vue. Un mardi pluvieux, je me suis arrêté dans un café près de mon appartement pour travailler sur des projets en freelance. En faisant la queue, j'ai fait tomber mon carnet de croquis, et un homme derrière moi l'a ramassé. En me le rendant, il a jeté un coup d'œil à la page sur laquelle il s'était ouvert, une série de concepts de logos que je développais. C'est vraiment bien, dit-il. Êtes-vous designer? Il s'appelait Jason Moreau et était photographe spécialisé dans la photographie d'architecture et de design d'intérieur. Nous avons fini par partager une table et parler pendant plus d'1 heure de processus créatif, de défis clients et de nos designers préférés. Voudriez-vous prendre un café à nouveau un de ces jours, demanda-t-il alors que nous partions. Ou dîner? J'aimerais beaucoup voir plus de votre travail. Ce n'est qu'en rentrant chez moi que j'ai réalisé qu'il m'avait peut-être invité à sortir, pas seulement exprimer un intérêt professionnel. Cette pensée me fit faire une pause. Étais-je prête pour ça? Après un moment de réflexion, j'ai décidé que peu importait si j'étais prête, j'étais disposée à le découvrir. Jason et moi avons commencé à nous voir, parfois pour une collaboration professionnelle, parfois pour des rendez-vous, souvent pour les 2. Il était attentionné et direct d'une manière rafraîchissante après des années à naviguer dans les communications indirectes et les agendas cachés de ma famille. Quand il disait qu'il appellerait, il appelait. Quand il avait une préoccupation, il l'exprimait. Quand il appréciait quelque chose chez moi, il le disait clairement. J'aime la façon dont ton esprit fonctionne, m'a-t-il dit un soir alors que nous marchions le long de la Seine. Tu vois des liens que les autres ne voient pas, ces simples affirmations signifiaient plus pour moi que n'importe quel compliment que j'avais jamais reçu. Il n'y avait aucune performance requise, aucun obstacle à franchir. Jason m'aimait tel que j'étais, pas tel que je prétendais être. Alors que ma vie personnelle s'épanouissait, j'ai également pris une décision professionnelle importante. J'ai commencé à chercher un nouvel appartement dans un quartier différent, voulant un nouveau départ dans un endroit qui ne contenait pas de souvenirs de dîner de famille précipité où je me sentirais exclu ou de retour à la maison abattu après une autre interaction décevante. J'ai trouvé un 2 pièces ensoleillé dans le Marais, plus loin de mon bureau mais dans une communauté dynamique avec plus d'artistes et de professionnels de la création. Le déménagement fut à la fois physiquement épuisant et émotionnellement libérateur. Chaque objet que j'emballais représentait un choix sur ce qu'il fallait apporter dans ma nouvelle vie et ce qu'il fallait laisser derrière. Dans mon nouvel espace, j'ai créé un bureau à domicile qui servait également de studio pour des projets créatifs personnels. J'ai peint les murs d'un verso doux qui me calmait et m'ancrait. J'ai accroché des œuvres d'artistes locaux que j'admirais et d'amis dont le travail m'inspirait. J'ai pris chaque décision en me basant uniquement sur ce que je voulais, pas sur ce que les autres penseraient. 3 mois passèrent, puis 4. La période des fêtes approchait, traditionnellement une période où les obligations familiales auraient dominé mes pensées et mon emploi du temps. Ma mère m'envoya un email,
ignorant les limites que j'avais fixées dans mon message précédent. Le dîner de Thanksgiving sera à 15 heures. Manon et Étienne seront là. J'attends de toi que tu mettes cette absurdité derrière toi et que tu te comportes comme une adulte. La famille, c'est la famille. J'ai rédigé et révisé ma réponse plusieurs fois avant de me décider pour « Merci pour l'invitation, mais je ne serai pas présente à Thanksgiving cette année. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. » C'était poli mais ferme. Pas d'explication, pas d'excuses, pas d'ouverture à la négociation. Au lieu du traditionnel Thanksgiving en famille, j'ai accepté l'invitation de Stéphanie à un réveillon de Thanksgiving entre amis. Jason est venu aussi, rencontrant mes amis les plus proches pour la première fois. Nous avons trop mangé, joué à des jeux de société et ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Pas une seule fois je n'ai eu l'impression de jouer un rôle ou de chercher l'approbation. Pas une seule fois je ne me suis senti inférieur ou malvenu. Alors que la soirée touchait à sa fin, Stéphanie m'a prise à part. « Comment vas-tu vraiment, avec tout ça ?» J'ai réfléchi attentivement à la question. « Je vais authentiquement », ai-je finalement dit. Parfois, cela signifie que je suis triste ou en colère. Parfois, cela signifie que je suis plus heureuse que je ne me souviens l'avoir jamais été. Mais tout est réel maintenant. Je ne fais plus semblant. Elle me serra fort dans ses bras. C'est tout ce que chacun de nous peut demander. Le rejet au mariage, qui avait autrefois semblé être la fin de mon monde, était devenu le début d'un nouveau. Un monde construit sur des liens authentiques, des limites claires et l'idée radicale que j'étais suffisante, exactement telle que j'étais. 1 an après le mariage de Manon, ma vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer pendant ces jours sombres qui ont suivi le rejet. Mon entreprise de design était florissante. J'avais quitté l'agence pour créer mon propre studio boutique, spécialisé dans l'image de marque pour les petites entreprises créatives. Ma relation avec Jason s'était approfondie en quelque chose de solide et de nourrissant. Mon appartement était devenu un véritable foyer, rempli d'art, de plantes et de fréquentes réunions d'amis. Je voyais toujours le docteur Rivière tous les mois, me concentrant désormais moins sur la gestion de crise et plus sur la croissance continue et la navigation occasionnelle des situations familiales. Le travail que nous avions fait ensemble m'avait aidé à développer ce qu'elle appelait un système de validation interne, la capacité d'évaluer ma propre valeur sans dépendre de l'approbation externe, en particulier de ma famille. Cette nouvelle fondation fut mise à l'épreuve lorsque, 13 mois après le mariage, Manon m'appela à l'improviste. J'avais maintenu un contact minimal avec ma famille, échangeant de brefs emails polis pour les fêtes et les anniversaires, mais rien de plus. Voir le nom de Manon sur l'écran de mon téléphone provoqua une secousse d'anxiété en moi, mais elle était plus légère qu'elle ne l'aurait été auparavant. Je répondis par un simple « Allô Manon ». Ambre ? Sa voix semblait tendue. J'ai besoin de te parler. Je t'écoute, dis-je, gardant un ton neutre. Ce qui suivit fut inattendu. Le mariage parfait de Manon était en difficulté. Étienne travaillait constamment, la laissant seule dans leur coûteuse maison de banlieue. Ma mère leur mettait la pression pour fonder une famille, ajoutant de la tension à une relation déjà tendue. Manon était malheureuse et ne savait pas vers qui se tourner. Maman n'arrête pas de dire que je dois être plus compréhensive concernant les heures de travail d'Étienne, que tous les hommes qui réussissent sont occupés, dit-elle, la voix brisée. Elle dit que je devrais être reconnaissante pour le style de vie qu'il me procure et arrêter de me plaindre. Je reconnus immédiatement le schéma, notre mère privilégiant le statut et les apparences aux besoins émotionnels authentiques. Pour la première fois, Manon expérimentait ce que c'était que de voir ses sentiments rejetés. Ça a l'air vraiment difficile, dis-je prudemment. Je suis désolé que tu traverses ça. J'ai pensé à ce que tu as dit dans cet email l'année dernière, continua Manon, sur le fait de ne pas accepter d'être traité comme une pensée après coup, de mériter mieux. Elle fit une pause. Je ne l'avais pas compris alors. Peut-être que je commence à le comprendre maintenant. Il aurait été facile de répondre avec amertume ou une satisfaction vertueuse. Une partie de moi voulait dire, qu'est-ce que ça fait d'être du côté des perdants pour une fois? Mais cela ne nous aurait aidé ni l'une ni l'autre à avancer. Au lieu de cela, j'ai dit, il n'est jamais trop tard pour commencer à reconnaître sa propre valeur, Manon. Nous avons parlé pendant près d'1 heure, non pas comme des sœurs proches reprenant là où nous nous étions arrêtés, mais comme 2 adultes construisant prudemment quelque chose de nouveau. J'ai plus écouté que parlé, offrant mon soutien sans trop m'engager. Quand elle a demandé si nous pouvions prendre un café un de ces jours, j'ai accepté, mais j'ai suggéré un café public plutôt que l'une de nos maisons. Après l'appel,
je me suis assise sur le rebord de ma fenêtre, regardant les feuilles d'automne tourbillonner dans la cour en contrebas. Je me sentais étrangement paisible. Le fait que Manon me tende la main n'effaçait pas le mal passé, mais suggérait la possibilité d'un avenir différent. Pas la réconciliation familiale idéalisée que j'aurais autrefois désespérément voulu, mais peut-être quelque chose de plus honnête et, finalement, de plus sain. La rencontre au café avec Manon fut gênante mais courtoise. Nous nous en sommes tenus à des sujets sûrs, principalement son travail de coordinatrice d'événements, ma nouvelle entreprise, des souvenirs d'enfance neutres impliquant notre père. Alors que nous partions, elle mentionna avec hésitation Thanksgiving. Maman attend tout le monde chez elle, comme d'habitude, dit-elle. Envisagerais-tu de venir? Étienne et moi serions là, ainsi que ses parents. Je m'étais préparé à cette question. J'apprécie l'invitation, Manon, mais j'organiserai mon propre Thanksgiving cette année, avec des amis. Toi et Étienne seriez les bienvenus si vous souhaitez essayer quelque chose de différent. Sa surprise fut évidente. Tu organises Thanksgiving? Oui. Ce ne sera pas aussi formel que chez maman, mais la nourriture sera bonne et la compagnie chaleureuse. Manon n'accepta pas mon invitation, ce qui ne me surprit pas. Mais le fait que je l'ai étendue selon mes propres termes, depuis une position de force plutôt que de besoin, me parut significatif. La réaction de ma mère en apprenant notre rencontre au café se manifesta sous la forme d'un long email, alternant entre des déclarations comme « Je suis contente que vous les filles mettiez enfin cette absurdité derrière vous » et des pics subtils comme « J'ai toujours su que tu finirais par revenir à la raison quand tu serais prête à être mature à ce sujet. » Autrefois, j'aurais analysé chaque mot, cherchant une approbation sincère tout en intériorisant la critique. Maintenant, je notais simplement les schémas familiers et répondais par un bref « Je suis contente que Manon et moi ayons eu la chance de parler aussi. J'espère que tu vas bien. » Le changement dans ma réponse à ma mère ne passa pas inaperçu auprès de Jason, qui avait été témoin de certaines de mes réactions antérieures aux communications familiales. Tu devenais tellement anxieuse chaque fois que ta mère te contactait, observa-t-il un soir alors que nous préparions le dîner ensemble. Maintenant, tu sembles juste, je ne sais pas affectée. J'y réfléchis en coupant des légumes. Pas exactement pas affectée. Plutôt, je la vois clairement maintenant. Je comprends ses limites. Je sais que son approbation n'est pas nécessaire à mon bonheur, et sa désapprobation ne détermine pas ma valeur. Jason sourit. C'est un grand changement par rapport à la femme que j'ai rencontrée il y a 1 an, qui s'excusait d'avoir des opinions sur l'endroit où nous devrions dîner. Il avait raison. La femme que j'étais avant le rejet au mariage avait eu si peur de la désapprobation qu'elle s'était faite toute petite, évitant les conflits à tout prix. La femme que j'étais maintenant comprenait qu'un désaccord sain faisait partie d'une relation authentique et qu'une véritable connexion exigeait de se montrer telle que l'on est, entière et imparfaite. Alors qu'une autre période des fêtes approchait, j'ai mis à exécution mon plan d'organiser Thanksgiving. Notre liste d'invités comprenait Stéphanie et son petit ami, Jason, plusieurs amis du collectif d'artistes, 2 anciens collègues et quelques voisins de mon immeuble. Manon et Étienne déclinèrent, comme prévu, mais à ma surprise, ils envoyèrent une belle bouteille de vin et une note manuscrite nous souhaitant de joyeuses fêtes. La journée fut chaotique et merveilleuse, trop de cuisiniers dans ma petite cuisine, une dinde qui mit plus de temps que prévu à cuire, des débats animés sur les films et les livres, des jeux de société qui devinrent de plus en plus compétitifs au fil de la soirée. En regardant autour de moi les chaises dépareillées et les assiettes empruntées, le groupe diversifié de personnes qui avaient choisi de passer leurs vacances ensemble, je ressentis un sentiment d'accomplissement. C'était la famille, non pas définie par le sang ou l'obligation, mais par le soin mutuel et le choix. Ces personnes me voyaient, m'appréciaient et voulaient ma présence, non pas pour ce que je pouvais faire pour elles, mais simplement pour qui j'étais. Le rejet au mariage, qui avait autrefois semblé être la confirmation ultime de mon indignité, était en fait devenu le début de ma libération. En m'éloignant des personnes qui ne pouvaient pas m'aimer correctement, j'avais créé de l'espace pour celles qui le pouvaient. En abandonnant la poursuite épuisante de l'approbation conditionnelle, j'avais trouvé l'énergie de construire une vie qui reflétait véritablement mes valeurs et mes désirs. Un soir de décembre, je reçus un message inattendu d'une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis le mariage. Elle était en ville pour une conférence et se demandait si nous pouvions nous rencontrer pour un café. Nous avons convenu de nous retrouver dans mon café préféré près de mon appartement. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé au mariage de Manon, dit-elle après que nous ayons échangé les politesses initiales. Tante Diane a dit à tout le monde que tu avais un conflit d'horaire, mais je me suis douté que ce n'était pas toute l'histoire. Je souris légèrement.
Non, ce n'était pas ça. Tu as l'air bien, cependant, observa TL. Mieux que je ne me souviens t'avoir vu lors des réunions de famille, en fait. Je vais bien, confirmai-je. Il s'avère que parfois, la pire chose qui vous arrive peut mener à la meilleure version de vous-même. En rentrant du café, je réfléchis au parcours de l'année écoulée. La douleur n'avait pas complètement disparu, il y avait encore des moments de deuil pour les relations familiales que j'avais voulu mais jamais eues. Mais ces moments ne me définissaient plus ni ne déterminaient mes choix. J'avais appris que la famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est, parfois, c'est celle que l'on choisit et qui vous choisit en retour. J'avais appris que l'amour ne devrait pas exiger une performance constante ou de prouver sa valeur. Plus important encore, j'avais appris que s'éloigner des personnes qui ne voient pas votre valeur n'est pas abandonner, c'est un acte de profond respect de soi. L'inconnu que j'avais promis de devenir ce jour-là à la réception du mariage n'était pas vraiment une inconnue du tout, c'était le moi authentique que j'avais toujours été sous les couches de désir de plaire aux autres et de recherche d'approbation. En m'éloignant de l'amour conditionnel, j'avais enfin trouvé le chemin vers moi-même. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'une relation qui vous faisait du mal, même si la société dit « mais c'est ta famille ». J'aimerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas que choisir son propre bien-être n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Si mon histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour plus de contenu sur l'établissement de limites et la construction de relations authentiques. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui might need to hear that they deserve better. Merci d'avoir écouté mon parcours et souvenez-vous, parfois, la famille que vous créez est plus nourrissante que celle dans laquelle vous êtes né.